beaucoup de plaisir, Madame la préfète, Monsieur Garcia, Monsieur le maire des Aisies, Madame la préfète, rapprochez-vous. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je voudrais commencer par vous donner le programme de notre soirée et le programme jusqu'à 19h. On a le temps. On a le temps, on n'est pas pressé. Les discours pourront durer jusqu'à 19h. Jusqu'à 19h, M. Garcia tiendra sa conférence sur le thème de Néandertal à Notre-Dame de Paris, ce qui couvre une période assez importante de l'histoire. Donc la conférence peut, elle aussi, durer. Donc, après les quelques mots que je vais vous dire, M. Garcia, le président de l'INRA, viendra. Je dois excuser Christophe Catuche et Benjamin Derrieux de la région Nouvelle-Aquitaine. M. Lagarde sera là, il nous parlera de ce qu'il voudra. Et Madame la préfète nous parlera, elle aussi, de ce qu'elle voudra. La parole est libre dans cette assemblée, chacun pourra dire ce qu'il veut. Pour ce qui me concerne, je voudrais vous dire que je suis très heureux de présider cette cérémonie qui va voir le renouvellement d'une convention que le pôle de la préhistoire a passée avec l'INRA. Et j'aurais dû saluer le directeur du pôle. Monsieur Boulefsen, vous voulez venir avec nous? Avec plaisir, président. Qui se démène sans compter pour faire vivre ce lieu avec toute son équipe que je tiens à remercier et à féliciter. Donc, pourquoi cette convention? Tout simplement pour perpétuer ce que nous avons engagé avec le pôle, à savoir asseoir, installer, développer la mission de médiation que le pôle international de la préhistoire est chargé de faire. Vous savez que quand on a créé ce pôle, il y a maintenant une quinzaine d'années, l'idée de départ, c'était de valoriser le patrimoine préhistorique de notre vallée, mais aussi, pas que de notre vallée, et de la région Aquitaine, puisque au départ, il y avait l'État, la région Aquitaine et le département qui se sont mis d'accord pour créer ce pôle, et ce sont ces trois organismes qui le gèrent aujourd'hui. On a élargi le conseil d'administration à un conseil des élus qui concerne la vallée de la Réserve. Vous savez, le pôle a pris en charge l'étude sur l'opération Grand Site de France, qui a duré pendant 10 ans. Et aujourd'hui, cette étude a porté ses fruits, le label a été accordé, et M. Lagarde est particulièrement chargé de cette affaire-là. Mais au départ de la création du pôle, l'idée c'était de mettre en valeur ce qui faisait la richesse du territoire périgourdin, mais aussi du territoire aquitain, à savoir la préhistoire, les racines de l'homme, d'où venons-nous, quel a été le départ de l'humanité, comment ça s'est traduit ici dans notre département, et en particulier dans cette vallée, où, vous le savez, 16 sites sont répertoriés au patrimoine mondial par l'UNESCO. Et ce n'est pas le hasard si le pôle international de la préhistoire, c'est comme ça qu'on a l'interprétation au début. Il est devenu international. C'est ce que je vous disais. Non, au début, on l'appelait le pôle. Ah, mais c'est exactement ce que je disais. On l'appelait le pôle international de la préhistoire. Et je ne sais pas pourquoi il est devenu d'interprétation. Mais c'est quand même une interprétation internationale. On n'a pas changé exactement. Mais c'est une interprétation universelle. Donc, on voulait valoriser ce patrimoine-là, qui est un patrimoine particulièrement important dans notre vallée, puisqu'il n'y a nulle part au monde 16 sites répertoriés par l'UNESCO au patrimoine mondial et qui sont autant concentrés en vérité sur une petite région. Et puis, on a dit comment on va le valoriser, on va le faire connaître, on va en parler, on va organiser des expositions, des conférences, etc., etc. Mais on va aussi organiser ce qu'on appelle la médiation, c'est-à-dire on va essayer de faire en sorte que ce patrimoine historique soit à la portée de tous, en particulier des scolaires. Et c'est pourquoi, Madame la Préfète, l'Éducation nationale a détaché un enseignant à l'année qui a organisé l'accueil des classes.
mais aussi, bien sûr, au-delà des scolaires, au-delà de la population locale, comment l'ouvrir au grand public. Et ça a été, pendant plusieurs années, tout un tas de recherches, de questionnements qu'on s'est posés sur la place du pôle ici, dans cette vallée, et comment on pouvait arriver à le faire rayonner au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, où tous les départements n'ont pas la chance d'avoir autant de richesses que nous. Bon an, mal an, les choses se sont passées. L'État, la région, le département ont travaillé ensemble depuis cette période-là. Et je crois qu'aujourd'hui, petit à petit, le pôle a trouvé sa place. Au début, on nous disait, mais c'est pas un musée. Mais non, le musée, il est à côté. Il est à 200 mètres. Après, on nous disait, mais c'est pas un syndicat d'initiative. Mais non, le syndicat d'initiative, il est à 300 mètres. Il est un peu plus loin. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de diffusion de la connaissance, c'est un lieu qui permet à chacun d'appréhender ce qu'a été l'histoire des hommes qui nous ont précédés, d'abord dans cette vallée, mais beaucoup plus largement, qui nous ont précédés en Nouvelle-Aquitaine, en Europe et au niveau de la planète. Si je vous raconte ça, c'est parce que cette convention, elle s'inscrit dans ce schéma-là, avec l'INRAP, et elle est là pour que les gens de l'INRAP apportent, au niveau de la médiation, apportent eh bien, leur connaissance, apportent le fruit de leur recherche, nous disent où ils en sont, qu'est-ce qu'ils font, comment les choses évoluent, comment la connaissance évolue au niveau mondial et aussi au niveau national. Donc je veux les remercier particulièrement, remercier l'équipe du pôle et vous dire que ce que nous allons faire ce soir, en vérité, c'est renouveler cette convention pour les 3 années qui sont devant nous. Nous avons travaillé avec le pôle et Cap Science, qui est, vous le savez, en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux. Et je fais une petite parenthèse. On a décidé de, pas moderniser, d'élargir l'exposition Lascaux 3, qui depuis 12 ans a sillonné le monde et qui a démarré la première exposition à Cap Science. On a démarré là, et de là on est parti à Chicago, à Houston, à Montréal, à Genève, à Bruxelles, à Paris, 3 fois au Japon, une fois en Chine, une fois en Afrique du Sud. On est revenu en Belgique, on est allé à Trento en Italie, on est allé à Naples. Bref, on a fait quasiment tous les continents. Il manque que l'Amérique du Sud, peut-être que nous dirons un jour. Mais cette exposition Lascaux 3, elle présentait, c'était le parti pris du début, elle présentait ce qui ne se voyait pas dans Lascaux, ou du moins ce qu'on ne voyait pas dans Lascaux 2. Et donc, pour ce qui me concerne, je considérais qu'il lui manquait de la couleur, parce que si on enlève ce qui se voit dans Lascaux 2, on enlève la salle des taureaux, on enlève le diverticule axial, et on enlève ce qui a permis de qualifier Lascaux de chapelle Sixtine de la préhistoire. Eh bien, on va réparer cette affaire-là, et après une 12aine d'années de voyage, nous allons offrir aux visiteurs la salle des taureaux. Il y a eu, Madame la Préfète, toute une discussion avec l'État. Ça a été assez délicat comme le sujet. Moi, je l'ai porté pendant 9 ans, depuis que je suis président du département, parce que je sentais bien qu'il nous manquait encore quelque chose. Et les discussions ont été assez longues, mais on a fini par aboutir. Au début, moi, je disais, on pourrait amener un taureau. C'est déjà grand, un taureau à Lascaux, hein, parce que le plus grand fait 8 mètres, je crois, ou 6 mètres. Mais ce n'était pas possible. On nous a dit, un taureau, c'est pas possible. Si on amène un taureau, il faut amener la salle des taureaux. Et on a dit tantôt, on va amener la salle des taureaux. Et la salle des taureaux, vous l'avez dans l'atelier, dans la partie de Lascaux 4, où on a repris les œuvres les unes après les autres et on peut les approcher. Donc, ce sont les moules qui ont servi à faire la salle des taureaux qui est dans l'atelier, qui nous ont servi à faire un nouveau facsimilé qui est en fin de préparation, qui sera là et qui va donc faire partie de la nouvelle exposition Lascaux 3. Et je me permets de dire ça parce qu'elle sera inaugurée à Cap Science au mois de juin prochain, c'est-à-dire
dans 3 mois. L'INRAP a participé à 7 conférences ici et 3 cafés archéo, avec des intervenants donc, de l'INRAP qui ont travaillé avec le... Et puis, il y aura la soirée de ce soir, qui n'est pas comptée dans les 7, peut-être. Ça sera la 8e ce soir. Mais je veux citer quand même en 21 une conférence qui portait sur archéologie du handicap, la place des personnes handicapées dans les sociétés du passé, par Virginie Delattre, qui était archéo-anthropologue. Je veux citer en 22, rassurez-vous, il n'y en a qu'une par an, le site de magdalénienne de plein air du Pontex à Boulazac, une brève occupation du dernier maximum glaciaire par Michel Brunet, l'ingénieur de recherche à l'INRAP aussi. Je veux citer en 2023 le site de la Madeleine, paysage de la préhistoire en vallée de la Vézère par Grégory Gandurand. Le 1er décembre 2024, c'est plus récent, la journée archéo-actu, la grotte de la Moute par Stéphane Petroniani, qui est docteur en anthropologie, ethnologie et préhistoire, toujours pareil de l'INRAP. Chaque fois, ces événements ont rythmé les saisons culturelles, on peut dire, les saisons culturelles du pôle. Je crois qu'elles ont connu, un succès très intéressant. Et puis, il ne faut pas que j'oublie qu'à l'occasion des journées du patrimoine, si je ne me trompe pas, chaque année, le pôle s'associe à l'INRAP pour réaliser des animations au château de campagne. Voilà ce travail commun qui est fait qui a été fait au cours des 3 dernières années par le pôle et par l'INRAP, que nous allons, d'un commun accord, poursuivre. Il me reste à remercier les agents du pôle qui font ce travail, le directeur en particulier, mais aussi M. Garcia, puisque vous êtes le président national, les agents de l'INRAP qui nous ont permis de faire vivre cette collaboration. Vous savez, souvent on signe des conventions avec des gens qu'on ne revoit jamais dans la vie. On ne se rappelle même plus au bout de quelques années avec qui on avait signé et puis quel était l'objet de la convention. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, on signe avec l'INRAP et on travaille en permanence avec l'INRAP et je ne peux m'en féliciter. Et je voudrais, M. Garcia, vous remercier parce que c'est un honneur de vous recevoir ici aux EXI aujourd'hui. Vous pouvez l'applaudir. Non, c'est M. Garcia. Laissez-moi passer. Madame la préfète, Madame la sous-préfète, Monsieur le Président, Monsieur le maire, Monsieur le directeur, Madame la directrice, chers amis, chers collègues, quelques petits mots pour vous présenter mon institution et puis pour vous dire effectivement le sens de la convention qu'on va signer ce soir, parce que comme vous venez de dire, Monsieur le Président, ce qui est important, c'est bien entendu ce qu'on signe, mais également ce qu'on met en œuvre. Et moi, je suis heureux de voir que régulièrement, tout ce que l'on écrit, on le fait. Voilà, c'est un peu une devise de l'INRAP. Ce qu'on dit, on le fait. Ce qu'on fait, on le dit. Et voilà, les choses sont claires et on avance. Juste une petite parenthèse. Tout à l'heure, je parlais avec Monsieur le maire qui me disait, les gens me disent, mais vous vous lassez pas de ces paysages, j'en prends voler tous les matins. Alors, je n'imagine pas, Monsieur le maire, de se lasser des paysages des Aïsi, et quand on n'y est pas, et qu'on y vient, on se sent tout de suite bien dans ce paysage. Donc voilà, moi je suis, à titre personnel, très heureux d'être ici. Quelques petits mots pour vous présenter le contexte. L'INRAP, c'est un établissement public administratif. On a 2 tutelles, le ministère de la Culture et le ministère de la Recherche. Il a été créé il y a un peu plus de 20 ans, dans une mission qui est celle que l'on appelle l'archéologie préventive, c'est-à-dire la fouille des sites en préalable aux travaux d'aménagement du territoire. C'est-à-dire que sur prescription du préfet de région, quand il y a suspicion d'un site archéologique, avant que l'on aménage, les archéologues viennent, on réalise un diagnostic, on voit si le site archéologique est là ou n'est pas là, on voit s'il est intéressant d'un point de vue patrimonial et archéologique, on voit si éventuellement il va être fouillé le type d'équipe qu'on doit mettre en œuvre, on réalise ce diagnostic, on remet un rapport au service régional de l'archéologie, et ensuite le préfet prescrit une fouille pour l'en réaliser. Ce dispositif-là, il est
quasiment unique au niveau européen, quasiment unique au niveau mondial. Il a un inconvénient et un avantage. L'avantage, c'est qu'il permet de découvrir des sites. Chaque année, l'INRAP, c'est 2000 sites que l'on diagnostique ou que l'on fouille. Donc, en 20 ans, depuis que cette loi sur l'archéologie préventive, notre pays est un des mieux connus au monde. Chaque site archéologique, c'est un laboratoire à ciel ouvert, c'est la page d'un livre nouveau que l'on est en train de lire. Et donc, plus notre pays se modernise, plus on connaît son histoire, puisque, de manière opportune, voire opportuniste, quand il y a des travaux, les archéologues peuvent venir, et donc on trace comme ça un cercle virtueux. Au fur et à mesure que notre pays se modernise, on en connaît plus sur son histoire. Ça, c'est la face positive. Et puis la face négative qu'on essaie de repousser, c'est que bien entendu, les sites que l'on fouille, nous, ils disparaissent. C'est-à-dire que l'archéologue démonte le site archéologique, vu que la finalité, c'est de laisser libre à l'aménagement, la construction d'une route, d'un collège, d'une prison, d'un lotissement, d'une piscine. On peut intervenir partout, mais le site n'existera plus. Et donc, on a une responsabilité qui est celle de réaliser le diagnostic de manière précise, ensuite de réaliser la fouille de manière extrêmement rigoureuse, et puis deux autres responsabilités qui, moi, me touchent plus particulièrement, c'est celui du partage de la connaissance. Le site qu'on a fouillé, il n'a de sens que si ensuite il est restitué. Alors restitué dans un discours national, on va dire l'écriture de notre pays sur le long terme, un petit peu ce que je voulais vous présenter tout à l'heure modestement avec quelques images pour vous montrer nos belles découvertes, mais également restitué dans des lieux comme ça de présentation où on partage la connaissance en direct avec le public, des enfants jusqu'aux adultes. Le législateur, quand il a mis en place l'INRAP il y a 20 ans, a prévu un établissement assez important. Aujourd'hui, c'est 2000 agents, c'est 8 directions régionales, dont celle ici dirigée par Madame Dampierre, c'est une 60aine de sites archéologiques, donc c'est quelque chose d'important, mais le législateur n'a pas prévu de salle d'exposition. Il n'y a pas un musée INRAP, il n'y a pas de salle INRAP, et donc cette contrainte de ne pas avoir de lieu pour restituer nos travaux nous oblige à faire quelque chose qui pour moi est important, c'est-à-dire de nous rapprocher des acteurs territoriaux pour que dans leurs espaces, avec eux, on partage le fruit de nos découvertes. Et du coup, voilà, moi qui suis méridional, mais je serais alsacien, ça serait la même chose, j'aime à répéter que dans l'INRAP, le N national, ça ne veut pas dire parisien, ça veut dire partout présent sur les territoires, au service des territoires. Donc on est un établissement national, mais par contre, nos archéologues travaillent sur et vivent au pays, ont une connaissance précise des sites archéologiques du coin, les sauvent par la fouille archéologique et ensuite le restituent. Et autre élément aussi qui pourrait être une contrainte et que je prends comme étant un avantage, à l'archéologue, à l'INRAP, nous n'avons pas de médiateur. Nous n'avons que des archéologues et donc en fin de compte, la médiation, elle se fait en direct entre l'archéologue qui est le producteur de données et ensuite le public. Quand les gens viennent nous voir sur le terrain, ils voient des archéologues et des archéologues qui leur disent ce qu'il y a sur leurs pieds. À une période où on parle beaucoup d'infox, d'images trafiquées et autres, l'archéologie a au moins cette réalité, quoi. Les gens, j'étais ce matin sur un terrain, on voyait la stratigraphie, on voyait les fragments de nucléus sur le sol, on voyait les traces de l'archéologie et on voyait l'archéologue qui présentait sa fouille. Et donc cette présentation en direct, dans notre période, à mon avis, a du sens. Donc on le fait sur le terrain, on le fait dans les musées, on le fait dans les salles de mairie, on le fait dans les écoles, dans la politique EAC, et on le fait dans des centres aujourd'hui, comme ici, au PIP, et avec une certaine fierté d'être accueillis dans cet espace. Ça se fait directement, je le disais tout à l'heure, ça se fait dans une archéologie qui sans cesse se renouvelle. C'est pas des vieux grimoires, c'est pas un savoir qui est terminé. Chaque nouvelle fouille, c'est un nouveau livre, c'est une nouvelle bibliothèque. Donc on arrive à le renouveler. C'est une archéologie qui s'inscrit aussi dans le paysage. Ça aussi, j'aime aujourd'hui à le rappeler. C'est un petit peu, voilà, un enfant qui est né aux Haïti, il verra la fouille à côté, il
dira j'étais là, je l'ai vu. Et la personne qui est née en Turquie, en Espagne ou en Angleterre et qui viendra ici, elle aura aussi ce repère-là. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est une archéologie qui ne donne pas que des racines, mais qui fournit des repères à tous. Et donc, nos fouilles à nous, ça permet à chacun, qui soit né là ou qui vienne d'ailleurs, d'avoir des repères et de se dire, tiens, moi, quand j'étais à l'école à tel endroit, on m'a amené sur tel site, et 20 ans, 30 ans, quand le site était passé, qu'un bon rond-point à l'anglaise, les élus de ça, quand il y a un rond-point à l'anglaise, eh bien, lui sait qu'il a la mémoire, que sous le rond-point, il y avait un site archéologique, et un site peut inscrire sa propre histoire dans les paysages dans lequel il est appelé à vivre, et ça me paraît important. Voilà, donc pour toutes ces raisons, l'action au quotidien de mes collègues que je salue, parce que voilà, l'archéologie c'est un travail de terrain, c'est un travail de passionné, mais c'est un travail physique, et donc c'est un travail de spécialiste, c'est un travail qui ne peut pas se faire seul. On le partage ici avec des collègues des musées, du CNRS, de l'université, du ministère de la Culture. C'est une grande famille, l'archéologie. Et puis ça a de sens que si ce n'est pas fait que pour nous, mais c'est fait vers le public. Et donc nos ici, c'est le meilleur portail vers la préhistoire, et c'est le meilleur moyen, effectivement, de partager tout ça. Donc cette convention, effectivement, on l'avait signée il y a 3 ans. Depuis 3 ans, il y a eu ces conférences que vous avez rappelées, sur des thématiques précises, des sites, voire des thèmes transversaux. L'archéologie du handicap, l'histoire est merveilleuse. Alors c'est pas que ça, mais une jeune collègue qui n'est pas concernée directement, sinon concernée comme tous par le handicap, qui s'est aperçue que dans toutes les régions, à toutes les périodes, du paléolithique à la période contemporaine, il y avait des personnes qui avaient vécu en situation de handicap, mais qui avaient été accueillies par la société. Donc elle s'est dit, tiens, dans tel domaine, une personne qui n'aurait pas pu vivre seule, elle a vécu longtemps. Ça montre qu'elle est accompagnée, suivie. À l'âge du fer, on a mis en place tel petit peu de prothèses. Au Moyen-Âge, on a fait ça. Et donc, elle a pris tous les différents exemples d'un point de vue national, en lien avec des traces de handicap archéologiques. Elle l'a pas peint en rose. Hein. Elle a pas essayé de dire c'est merveilleux à l'époque de s'en occuper. Aujourd'hui, on ne fait que des rampes. Elle a montré justement, pour toutes les périodes, la perception qu'avaient les populations du handicap, les personnes qui étaient rejetées, les personnes qui étaient acceptées, ce qui fait l'humanité. Et ça, l'INRA, voilà, travailler sur les migrations, travailler sur le handicap, travailler sur l'environnement, comme une récente archéocapsule qui a été présentée ici, c'est des thématiques qu'on a une certaine fierté modeste, mais fierté quand même à présenter et à partager, parce que, voilà, comme je le répète, l'archéologie, c'est pas qu'une affaire de grimoire, c'est une affaire de collectif. Et notre société, là aussi, je ne vais pas dire un secret, mais tout à l'heure, Monsieur le Président, vous disiez que vous étiez obligé de serrer un petit peu les cordons de la bourse. Et malheureusement, on l'entend à Bercy, on l'entend sur le bord de la Vézère, et on l'entendra partout bientôt. Et donc, je crois que c'est le moment ou jamais de travailler tous ensemble, quoi, d'avoir des endroits où on met tous nos moyens pour essayer de donner le plus, avec peut-être un peu moins de moyens qui sont donnés. Voilà, merci à toutes et à tous, et pardon d'avoir été un peu longué. Moi, j'ai un temps de parole limité, parce que le président du département, tout à l'heure, m'a dit que j'étais bavard. Madame la préfète, Madame la sous-préfète, Monsieur le président du département et de l'établissement, parce que le président de l'établissement, Monsieur le président, bon, c'est le côtoie maintenant, c'est bien. Monsieur le directeur, juste quelques mots sous l'angle du maire des Aisies. Je vais dire que je suis très fier que ça se passe ici. Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Germinal Perrault tout à l'heure sur le volet ou la sémantique internationale, j'ai eu le même problème avec les Aisies, capitale mondiale de la préhistoire. Parce que quand j'ai été élu maire, je me suis dit, c'est bien, on est capitale mondiale, mais il n'y a que nous qui le savons. Donc, ça me posait un problème. Et le problème du volet international, c'est qu'à un moment donné, on s'attirait des inimitiés d'autres sites qui sont extraordinaires en Europe et dans le monde entier, et puis ou d'autres établissements qui travaillent aussi à la médiation de la préhistoire, etc. Et j'ai rebondi quand même, parce que j'ai trouvé la légitimité des Aisies. En fait, c'est le seul endroit dans le monde entier, j'aime bien le répéter, où de 400 000 ans aujourd'hui, on a une lecture continue de l'occupation humaine.
Donc il n'y a pas d'autre endroit dans le monde, il y a des endroits extraordinaires, mais cette occupation qu'on peut lire sur la vallée de la Vézère, elle est là. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et puis la deuxième chose, c'est l'histoire de la préhistoire, puisque les fondements, les grands congrès et le début de la connaissance, et on sortait des débats philosophiques sur l'origine de l'humanité, ça s'est passé aussi ici. Donc voilà. Après, par rapport à l'INRAP, ici, je sais que sur les fouilles archéologiques, moi je suis très habitué, mais sur les Hésies, Denis Perroni avait dit c'est facile, il n'y a que 2 gisements, rive gauche, rive droite de la Vézère. Donc on y est habitué, mais c'est pas toujours très bien vécu, et on a, nous, politiques, l'obligation d'expliquer ce rôle en amont, qu'on essaie d'accélérer, qu'on essaie de simplifier, mais il faut qu'on ait cette lecture, qu'on ne perde pas cette trace. Après, si je prends sous l'angle président du Conseil des collectivités locales et l'animation grand site, il me tarde d'écouter votre conférence, parce que de l'homme de Néandertal jusqu'à Notre-Dame de France, de Paris, je me dis on l'aborde sous quel angle? Le patrimoine, l'archéologie, mais aussi, vous l'avez laissé entrevoir, le paysage. Parce qu'en fait, lorsqu'on travaille sur les dimensions paysage, on s'aperçoit que l'homme, particulièrement ici, a façonné le paysage, puisqu'à des moments donnés, on a exploité copieusement la forêt. Quand on voit les cartes postales du début du XXe siècle, c'était très minéral. Tout à l'heure, je discutais avec un collègue élu en arrivant, quand on voit les falaises avec les appuis de poutres, les cluseaux, etc. Donc, c'est tout cette lecture-là. Et donc, moi, je suis très attaché au fait qu'on intègre la dimension paysagère dans cette lecture de notre histoire et de l'archéologie. Je n'irai pas plus loin, mais je suis très attentif et il me tarde de la conférence. En tout cas, merci de le faire ici. Tout a déjà été dit, mais je vais essayer de dire quelques petits mots. D'abord, vous dire que je suis très heureuse d'être ici ce soir, même si quand on pense Dordogne, on pense tout de suite préhistoire. Je dois avouer que ça fait un petit moment que je n'étais pas venue ici, et que ma dernière visite a remonté à une bonne trentaine d'années, parce que j'avais un grand-père viticulteur dans le nord de la Gironde qui était un grand amateur de préhistoire et qui sautait allègrement de son tracteur jusqu'à plus de 80 ans pour ramasser des silex. Donc j'ai beaucoup entendu parler de préhistoire dans mon enfance. Et je suis venue ici avec mon père et mon grand-père il y a bien longtemps. Donc un grand bonheur pour moi à titre personnel de revenir aux exils. De venir aussi dans ce lieu qui est un lieu rassembleur, vous l'avez tous dit, à la fois de médiation évidemment vis-à-vis du public pour faire découvrir évidemment le patrimoine de cette vallée, pour également la projeter sous un angle plus scientifique, puisque c'est aussi la vocation de cet institut, et puis de travailler au maintien dans le temps de ce beau label Grand Site de France, comme on avait parlé tout à l'heure, monsieur le maire. Label compliqué à obtenir. Hein. J'ai fait ça dans une autre vie quand j'étais sous-préfète du Havre avec les falaises d'Étretat, mais c'est un très beau label qui permet aussi de valoriser le site au-delà de son volet patrimonial par sa caractéristique aussi, on voit ici, physique, minérale, boisée, voilà. Toutes les beautés de la Dordogne qui sont ici rassemblées. Très heureuse aussi parce que, je dois vous l'avouer, Monsieur le Président, pour avoir été chef de cabinet de la ministre de la Culture et pour être dans le corps préfectoral depuis quelques années, quand on entend parler d'INRAP en général, quand on est sous-préfet ou préfet, c'est pas souvent pour des bonnes raisons. Les élus reviennent sans arrêt en râlant parce que tout ça est un frein au projet économique formidable qu'on veut développer dans telle ou telle commune. Donc je trouve ça très stimulant ici de venir avec vous assister à cette signature pour des bonnes raisons positives, parce que c'est aussi parce qu'on connaît mieux son sous-sol, qu'on peut construire l'attractivité de son territoire dans toutes ses variantes,
évidemment valoriser On ne fait qu'appliquer le patrimoine et on ne fait qu'appliquer la loi. quand on fait de l'archéologie. Tout à fait. Ça tombe bien. Et les préfets sont là pour faire respecter la loi. Mais je trouve ça très positif de pouvoir être aujourd'hui devant vous pour cette signature entre le président Perrault et vous-même pour valoriser aussi la mission évidemment scientifique des archéologues, la mission scientifique de l'INRA, qui contribue aussi à l'attractivité du territoire, parce que si on a un territoire qui vit, qui s'est labellisé comme grand site de France, qui attire beaucoup de touristes, c'est aussi parce qu'on arrive à conjuguer le développement touristique, le maintien du patrimoine et le développement économique d'un territoire. Voilà, donc à tous ces titres-là, très fière d'être là aujourd'hui parmi vous et de pouvoir assister à cette signature. Merci. Je remercie tous les orateurs parce qu'il fallait qu'on parle jusqu'à 19h. Je n'avais pas aperçu, mais c'est comme ça, on a tout limité. Ah, c'est Oui, c'est pourquoi. Et on va passer à la signature maintenant. Les élus ont l'avantage, ils savent à la fois signer, regarder le débat. Non, d'abord on regarde le débat. Et maintenant, Oui, c'est pareil. là, ils sont rigolos, les photographes. C'est parce que tu signes. Ah, vas-y, signe. Ça va? Allez, on y va. On va signer. Ouais. Non, mais très heureux en tout cas, les élus. Voilà. Et on commence. Bien, vous avez mis le pellicule, moi. Parfait.